Je me posais une question. Comment fait le CSA pour décompter le temps de parole des politiques sur le web ? En même temps, je suis bête. Le web, dans une campagne électorale, ça compte pas. Labo, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Salut à tous et bienvenue dans le Labo. Ce soir, je reçois un écrivain qui, chaque semaine, en première page du Point, nous livre ses réflexions sur tous les sujets et en toute liberté. Franz-Olivier Gisbert, le patron du magazine, lui a donné carte blanche et ça fait 10 ans que ça dure. Ça valait bien un recueil de 1000 pages intitulé « Journal d'un Français sous l'empire de la pensée unique ». Bienvenue à Patrick Besson. Bienvenue Patrick, installez-vous. Vous noterez qu'on a fait un fauteuil rouge. Ouais. Comme la couverture du livre. En Chine, c'est la couleur qui porte bonheur. Eh bien voilà, ça va nous porter bonheur pour les 45 prochaines minutes. Un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Alors, il y a des jolis assassinats, comme vous aimez le dire. C'est parfois méchant, même souvent méchant, mais c'est surtout très drôle. Ouais, enfin c'est brutal, je dirais ironique. C'est des mises en boîte plutôt. Moi, je suis plus pour la mise en boîte que pour l'assassinat. Parce que d'une boîte, on peut ressortir. Un assassinat, c'est fini. C'est vrai, on va donc parler de ce livre dans un instant. Juliette Fievé, elle, a fait une mise au point sur Casanova à la Bibliothèque nationale de France. Loin des clichés, elle nous dira qui était vraiment le libertin de légende. Et tout de suite, nous retrouvons ce qu'il est convenu d'appeler un phénomène. Le web l'a consacré et les vidéos de ses chansonnettes plus trash qu'une saison de South Park ont allègrement dépassé le 1 million de vues sur Internet. Ses paroles sont crues autant que sa musique est douce. Elle sera à Bercy le soir de la Saint-Valentin et dès ce soir, dans le Labo, voici Guy Edré avec Pisser debout, un titre qui coule de source. Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi j'avais des couilles. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50 € le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la Sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau, alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille peau. Refaire sa vie avec une jeune bimbo, c'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout.
j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non. J'irais plutôt me taper des putes à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Aussi j'étais un homme, si seulement, si seulement je pouvais pisser debout, pisser debout, j'aimerais tellement pisser debout, pisser debout. Guédré avec Pisser debout. Le premier album entièrement autoproduit s'appelle Mon premier disque, le bien nommé. Puis Guédré, donc, on vous retrouve tout à l'heure dans le labo. Quelques dates de concert, le 10 février à Béthune, le 28 et 29 février, les 28 et 29 février à Toulouse, et le 14 à Bercy, le soir de la Saint-Valentin, 14 février. Vous êtes plus fan de Seka, grande star serbe, Patrick Besson, je Non, crois. on dit Setsa. Ah, je suis désolé. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Enfin, cela dit, les Égyptiens, les hommes égyptiens dans l'Antiquité faisaient pipi assis. Hein. Ah, d'accord. Donc vous remettez un petit peu en cause le J'aime parti bien le pris de Guédré. démarquage de la chanson de Diane Tell. C'est très bien écrit, hein, et vraiment très très fort. On va échanger tout à l'heure avec elle. C'est un vrai phénomène, hein, Guédré. Hein. Plus de 4 millions d'amis sur Facebook, des millions de vues de toutes ses vidéos. Et on peut dire qu'elle a émergé toute seule en marge de tous les médias traditionnels. Et ses concerts sont remplis et ils sont des milliers chaque jour à venir sur Internet pour la découvrir. Ouais, ça fait partie de la nouvelle génération de chanteurs ironiques. Ça, j'aime bien aussi, c'est les artistes contemporains. En fait, il y a de l'ironie partout, il y a de l'humour partout, bon, dans l'art contemporain, dans la chanson. Il n'y a que dans les romans, bizarrement, les écrivains, eux, ils hésitent un petit peu sur l'ironie. Ça semble réservé aux auteurs des années 20, aux auteurs du 19e siècle. Mais dans le roman, aujourd'hui, il y a une espèce de solennité, de lourdeur qu'il n'y a pas du tout chez les chanteurs ou chez les artistes contemporains. En tout cas, vous n'hésitez pas à aller dans l'ironie. On va parler de ce Ouais, c'est livre. pour ça que je me sens très chanteur et très artiste contemporain. Justement. Vous êtes écrivain, critique littéraire, chroniqueur. En cette période présidentielle, tous les jours, vous vous mettez dans la peau d'un écrivain célèbre pour raconter la campagne électorale dans Journal d'un Besson de campagne. C'est sur le site internet du C'est Point. sur le point.fr, oui. Chaque jour, ça peut être Albert Camus, ça peut être Philippe Besson, hein, il y en a aussi de très mauvais. Ça peut être Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Henri de Monterland. C'est un hommage, je dirais, à 40 ans de mes lectures. Et donc, c'était aussi une façon de mettre un peu de littérature dans la campagne électorale qui en manque, à mon avis. Parce qu'effectivement, la politique, ça a été longtemps de la littérature et c'est devenu maintenant beaucoup de l'économie. Et bon, alors l'économie, il y a des gens que ça intéresse, puis il y a des gens que ça ennuie, beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'économie et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études d'économie et qui ne lisent pas les suppléments économie des journaux. Et pour qui la politique, c'est quand même encore le rêve, la poésie. Et ces gens-là, ils sont un peu frustrés par la campagne, de mon point de vue. Donc j'essaie de mettre un peu de littérature dans cette campagne. Et vous vous amusez à associer... Alors, les premiers papiers sont plutôt des portraits, puis après, vous allez suivre la c'est campagne. ça, j'ai fait le portrait de François Hollande par François Mitterrand, bien sûr. Je fais le portrait de Sarkozy par De Gaulle, le portrait de Bayrou par Marguerite Duras. Et maintenant, on va suivre un peu les événements. Oui, Eva Joly par Sade. Et d'ailleurs, sur le site, il y a un lecteur qui a fait un pastiche de Sade. Alors, j'étais un peu vexé parce qu'il était bien meilleur que le mien. Et je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, je tiens à le dire, il a fait un très très bon pastiche de Sade. Parce qu'à chaque fois, évidemment, chaque jour, on tombe sur des fanatiques de l'auteur. Moi, pour moi, c'est des souvenirs de lecture. J'ai lu, je ne sais pas, 200, 300 ou 400 écrivains. Donc j'en ai des souvenirs et je joue un peu sur mes souvenirs de lecteur. Mais à chaque fois, je tombe sur un prof ou quelqu'un qui étudie spécialement un auteur, alors il me refait mon pastiche, en mieux. C'est un tout petit peu vexant, mais ça participe du jeu. C'est intéressant aussi, c'est un échange avec c'est un jeu, voilà. l'internaute. Le premier pastiche qu'on ait fait, c'était un pastiche de Pérec. Donc, c'était à l'occasion de la perte du triple A. Ah, donc vous avez donc, j'ai fait un sans texte le en A. Sans A, pas mal, comme il l'avait fait sans E. Oui, mais il faisait beaucoup de jeux. Je me souviens, c'était un jeu aussi. C'est de quoi il se souvenait lui et de quoi se souvenait aussi son lecteur. Et la disparition, c'était le truc sans A. La vie mode d'emploi, c'était un roman puzzle. Donc, c'est une série, mais c'est un jeu aussi. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer. En fait, on peut tous jouer à imiter les auteurs qu'on aime. Et puis Le Point encore a compilé toutes vos chroniques parues depuis 2002 en un rouge volume intitulé « Journal d'un Français sous l'empire de la pensée unique ». Pourquoi ce titre ?
Oui, moi je pensais que Patrick Besson au point, ça suffisait, d'autant qu'il y avait quand même un double sens. Il faut toujours 2 ou 3 sens dans un titre, hein. C'est plusieurs entrées, donc plusieurs sorties, donc, Patrick évidemment. Besson au point, premier degré, voilà, et évidemment. puis vous au écrivez point, dans tout le ça, point. et puis bon, ils m'ont demandé un sous-titre, alors j'ai cherché. Et comme on est dans un empire, mais l'empire de quoi? L'empire de la pensée unique. Voilà. C'est mon journal sous le règne de cette... Parce que chaque semaine, j'essaye, en tout cas, puisque c'est à ça que ça sert d'écrire quand même, j'essaie de changer un lieu commun par une pensée originale, un mensonge par une vérité, une mauvaise foi par une bonne foi. Et si on fait pas ça, ça sert juste à rien d'écrire. Oui, parmi vos victimes préférées, il y a les bien-pensants, les optimistes BA, comme vous les appelez, les altermondialistes. Oui, c'est pas tous. Hein. Moi, j'aime bien les altermondialistes, j'aime bien les optimistes. Je suis assez pour la bien-pensance. Je veux dire, c'est pas plus mal de pas faire de blagues racistes, je trouve ça plutôt bien. Mais effectivement, il y a des gens qui se servent de toutes ces choses-là pour ou bien promouvoir ce qu'ils ont à promouvoir, leurs personnes, leurs idées, leur camp politique, voire leurs œuvres, quoi. Donc, c'est plutôt sur ces gens-là qui utilisent les clichés de la pensée contemporaine sur lesquels je m'acharne. Mais ce n'est pas à proprement parler sur ce qu'on dit la bien-pensance. Pour certains écrivains, écrire des chroniques dans la presse, c'est un travail alimentaire. Pour vous, pas du tout. Si, je l'ai écrit d'ailleurs. Les écrivains écrivent dans les journaux par manque d'argent et ils publient des recueils d'articles par manque d'argent aussi. Bien sûr, c'est alimentaire. Mais pratiquement... la littérature, depuis Homère, c'est alimentaire. Hein. Tout le monde a fait ça pour de l'argent. Molière, Shakespeare. Shakespeare, il a écrit des pièces pour devenir riche. Voltaire, pareil. Racine, évidemment, pour avoir des pensions. Il n'y a pas... c'est la seule personne, peut-être Rimbaud. Ouais. Mais Rimbaud, pour gagner de l'argent, après, il a vendu des armes et des esclaves. C'était pas mieux. Enfin, surtout des armes. Hein. Mais alors, est-ce que vous le faites malgré tout avec autant de conscience que quand vous attaquez un livre ? C'est l'écriture de ces chroniques. Un jour, j'ai interviewé François Nourricier, décédé maintenant. Il me disait, j'écris à 2 vitesses. J'ai dit, mais comment tu fais pour écrire à 2 vitesses? Tu prends le stylo, puis tu vas moins vite, ou je sais pas. Il n'y a pas 2 vitesses d'écriture, il n'y a pas 2 façons d'écrire, il y en a une. Et pour moi, le journal est aussi important que le livre depuis le début. J'ai publié mon premier livre à 17 ans, mon premier article à 17 ans. Et j'ai jamais fait une différence. Je dis, tiens, c'est le journal, je vais l'écrire pas bien. Ah tiens, c'est le livre, je vais l'écrire bien. Non, d'autant qu'en plus, un livre, des fois, il est lu par 500 personnes, alors qu'un journal, il est souvent lu par plusieurs centaines de milliers. Donc, à la limite, si on devait choisir, il faudrait mieux s'appliquer dans le journal et écrire n'importe quoi dans les livres. Vous racontez sur la 4e de couve la manière dont vous vous êtes retrouvé dans le point. C'est Gisbert qui vous appelle pour vous proposer. J'étais à Ibiza avec mon fils aîné. Il vous propose des chroniques télé, vous refusez. Ouais, voilà. Et parce que vous le faisiez déjà. Ouais. Et il vous rappelle pour vous dire ok, viens et fais ce que tu veux. Il était fâché parce qu'il s'était séparé d'un collaborateur pour que je fasse la télévision. Et il m'appelle, je dis mais non, je fais la télévision ailleurs, je ne vais pas la faire. Alors, on s'est un peu engueulé. Et 3 jours après, il m'a rappelé très gentiment et il m'a dit alors fais ce que tu veux. Mais c'est une liberté ou une contrainte de faire me dis pas un truc comme ça, fais ce que je veux, ne te rends pas compte. Mais oui, mais est-ce que du coup, c'est aujourd'hui, au bout de 10 ans, avec le recul sur ce travail de 10 ans, pour vous, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment de la liberté ou alors c'était plutôt une contrainte pour vous, à un moment donné, quand on ne sait pas très bien sur quoi on va écrire Les meilleurs textes, en général, ils n'ont pas de sujet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de propos, quoi. Les meilleurs textes, ce sont les plus libres possibles. Donc, et pratiquement, il n'y a aucune fois où... Enfin, bon, ça arrive. Hein. En général, quand le rédacteur en chef dit là, on ne peut pas, moi je dis rien, je dis j'en fais un autre. Hein, je vais pas... C'est collectif. Moi, j'aime bien ce qui est collectif. Hein. En même temps, je suis très attaché à ma liberté individuelle et à l'originalité de ce que je peux faire. Mais j'aime bien être dans une équipe et je joue assez groupé dans un... Je serais volontiers avançant dans une équipe de football, mais je respecte complètement les règles, quoi. Il n'y a qu'une fois, donc, c'était à la mort de Françoise Giroud, j'avais fait un article pour dire que j'étais pas triste. Et là, ils m'ont dit non. C'est pas possible. Non, là, il faut être triste. J'ai dit, non, mais j'ai expliqué pourquoi, que j'étais pas triste et tout, mais c'est pas passé. Il y a les refusés du point, mais en fait, souvent, on les détruit parce qu'on a peur que je les édite après. Alors. Ah oui, carrément. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, parce que là, vous parlez vraiment de tout.
De télé, de cinéma, de musique. Vous c'est parlez de vous aussi beaucoup. C'est un peu comme nous tous, on parle tout le temps de tout. Je veux dire, dans notre vie sociale, quand on se rencontre, quand on va prendre un pot avec des gens, on évoque tous les sujets. C'est un peu la même chose, sauf que moi, je le fais par écrit, puisque l'écrit est, je dirais, la forme d'expression que je préfère, de loin. Et en plus, ce qui peut surprendre, c'est que les plus virulentes de vos chroniques s'adressent souvent à des gens que vous connaissez bien, voire des amis, Gisbert, Nab, Roire. Oui, Roire, parce qu'un jour, je déjeune avec Roire et je lui dis, tiens, je lui dis ça pour rigoler, parce que j'aime bien jouer avec les académiciens. Je lui dis, je vais me présenter à l'académie, tu vas voter pour moi, tu vas faire ma campagne. Il me dit, oh, écoute, non, si, il faut que tu fasses un truc pour Omar Haddad. Alors j'ai regardé le dossier et puis bon. Et vous vous êtes fait plaisir? Bah non, je me suis pas fait plaisir, mais le dossier il est tellement accablant qu'il n'y a rien à dire, quoi. Patrick Besson, on va continuer de parler dans un instant de votre ouvrage, mais pour l'heure, nous recevons Juliette Fievé. Juliette, bienvenue. Bonjour, enchantée. Alors Juliette a été à la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui consacre une exposition à Casanova. Exactement, donc musée quand même créé en 1461 par Louis XI. Je vais finir vraiment par être cultivée avec cette émission et toutes ces visites, qui est François Mitterrand, donc pour aller voir l'expo sur Casanova. Là, j'ai pas trouvé que c'était un guet-apens cette fois-ci, ça me fait juste hurler de rire d'aller voir une expo sur un très grand sniper. Hein. Sniper, vous comprenez tous l'idée et la métaphore. Effectivement, un homme à femme, ça m'amuse. Donc, ce qui est quand même important à savoir avant tout, c'est que, eh bien, Casanova, contrairement à Don Juan, Nicky Larson ou James Bond, eh bien, lui, il a véritablement existé. Voilà. C'est pas un personnage de fiction. Non, c'est pas du tout un personnage de fiction. Donc, j'arrive dans l'expo, qui est divisée en 10 salles. Incroyable scénographie qui reconstitue parfaitement ce qu'a été les terrains de jeu principaux de Casanova, donc Venise et Paris au XVIIIe siècle. La visite donc s'effectue dans un sens chronologique inversé. On commence par la fin de vie de Casanova jusqu'à ses débuts de carrière de sniper. Alors, on connaît tous ce monsieur, évidemment, pour son amour pour la femme. On peut appeler ça amour, hein, réellement. Moi, j'apprends durant l'expo qu'il était aussi businessman, aventurier, escroc, courtisan, qu'au début de sa vie, en fait, il a été 3 ans prêtre. Hein. Visiblement, il a vite changé d'avis. Sa foi a manqué de souffle assez rapidement. Et je me dis, bon, qu'en vue de ces informations, quand même, cet homme a l'air d'être une grosse arnaque. Je suis désolée, mais c'est un peu l'ancêtre de Rocancourt, qui est un petit joueur quand même à côté de lui. C'est vrai que l'expo décrit clairement que sa vie était finalement une quête effrénée à la recherche du plaisir, de la liberté, de la reconnaissance sociale, et ça par tous les moyens nécessaires. Je me dis donc que si la télé-réalité avait existé au XVIIIe siècle, on aurait forcément retrouvé Casanova. Non, mais c'est vrai. Bref, toujours est-il que le fil conducteur de l'expo, eh bien, c'est son autobiographie, écrite en français, vraiment un français parfait. Je rappelle quand même que Casanova était italien à la base. 3700 pages, intitulée « L'histoire de ma vie ». Donc, on y retrouve, voilà, cette... oui, vous l'avez lu, par exemple? Oui, en grande partie, oui, bien sûr. Voilà. C'est effectivement un très, très beau livre. Il y a eu des difficultés pour l'éditer, enfin... On a mis beaucoup de temps à éditer l'intégrale des mémoires de Casanova. Voilà. Et donc, du coup, on retrouve ces feuillets, ces fameux feuillets manuscrits tout au long de l'expo. C'est d'ailleurs la seule pièce ayant réellement appartenu à Casanova dans l'exposition. Autrement, tous les objets et pièces ne sont qu'illustrations. Donc, on y retrouve des bouquins, des peintures, des bijoux. C'est plutôt pas mal, c'est rigolo. C'est vrai que moi, vraiment, la pièce que j'ai adorée par-dessus tout et qui m'a bluffée, c'est quand même juste la partition authentique et réelle de Don Giovanni de Monsieur Mozart. Quand même, visiblement, Mozart et Casanova se seraient fréquentés. Fut une époque assez rapide. Alors pour les adeptes aussi, information, mais vous devez déjà le savoir, c'est assez incroyable ça. Pour les adeptes des gens qui adorent les chiffres, qui donnent le vertige, eh bien sachez que l'autobiographie a été retrouvée et achetée par un mécène donc de la BNF pour la symbolique petite somme de 7,5 millions d'euros. Voilà, quand même, ça calme. Hein. Ouais, c'est pas cher. Hein. Non, ça même va pas augmenter, cher. je veux dire. C'est vrai, même pas cher. C'est vrai que si une on bonne divise affaire. la page... Oui, c'est une pièce unique qui va forcément augmenter, bien sûr. Voilà, non, mais c'est juste assez incroyable. C'est la plus grosse acquisition quand même de la BNF depuis 7 siècles, donc son ouverture. J'en conclus quand même que ce monsieur a pour seul et véritable talent, même si je suis méchante quand même, avoir réussi à s'auto-créer un mythe et auto-créer sa légende, parce que je rappelle qu'il avait quand même pour principal
pas l'activité de serrer des meufs, hein. C'est pas non plus... On a découvert qu'il était écrivain quand même, d'accord, il écrit bien, mais c'était quand même à la fin de sa vie, et bon, il n'a pas quand même fait 1 milliard d'œuvres, donc bon, voilà, 7,5 millions d'euros, moi j'en conclus que les mecs, vraiment, un conseil, allez-y, hein, il y a de l'espoir, hein, surtout avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, mais je suis un petit peu mauvaise langue, mais j'ai vraiment passé un très bon moment dans cette expo. On se retrouve vraiment projeté, en fait, dans un univers, une période très lointaine, et puis vraiment dans une époque mystérieuse, avec un monsieur mystérieux et surtout un escroc de légende. J'ai adoré. L'expo dure jusqu'au 15 février. Elle est accessible puisqu'elle coûte 7 €. Et c'était un véritable plaisir, je vous la conseille. Vous y avez été à cette exposition, Non, Patrick? pas encore. Mais ce qu'il y a de bien avec Casanova, c'est que contrairement à Don Juan, le problème de Don Juan, c'est qu'il ment. Il promet aux femmes l'amour, il promet le mariage et il les trompe. Alors que Casanova ne promet pas tout ça, il promet simplement le plaisir qu'il donne du reste. Donc il y a une espèce d'énorme franchise, quoi. Et en effet, c'est pas parce qu'il a rien fait de sa vie. Beaucoup d'écrivains ne font rien de leur vie, en fait. Mais le truc, c'est que il a quand même fait une œuvre incroyable. Donc c'est une énorme réussite. À la fin de sa vie, où il s'ennuyait, ruiné dans un château dont il était vaguement locataire, mal entretenu par je ne sais quel noble. Et c'est là qu'il a écrit. On avait fait une enquête, pourquoi écrivez-vous, et Beckett avait répondu bon qu'à ça. Et finalement, il était bon qu'à ça. Et c'est quand on est bon qu'à ça, et non pas bon qu'à ça, quand on était bon qu'à ça, qu'on y arrive bien. C'est le dernier recours, en quelque sorte. Ça qu'il y a de beau chez Casanova, c'est qu'il se sauve par l'écriture. Et parce que l'écriture, ça sert à ça, finalement, comme la lecture, un peu. Ça a quand même été c'est un d'énormes personnage bouées de sauvetage. très, très connu tout au long de sa vie, courtisan, il a fréquenté les plus grands, et tout ça, justement, sur un mythe et sur la séduction Mais Saint-Simon, il n'en a pas fait davantage. Je veux dire, Saint-Simon, c'est la même chose. Hein. C'est une autre, évidemment, c'est pas du tout le même type de vie amoureuse, évidemment, mais c'est la même chose. C'est quelqu'un qui ne fait rien de sa vie, mais qui juste observe, ressent et écrit très bien, et ce qui donne toute la valeur de l'œuvre. À la lecture de ce recueil de chroniques du Point, en filigrane, on sent quand même le personnage amoureux de littérature. Vous êtes tombé comment dans les livres, Patrick Besson ? Je crois que de 0 à 11 ans, tous les jours, je me disais, mais je ne vais pas vivre comme ça, c'est pas possible, quoi. À 4-5 ans, je souffrais d'ennui, je m'ennuyais tout le temps. Vous étiez fils unique ? Non, j'avais un frère et une sœur, mais enfin beaucoup plus âgés, et c'était l'ennui. Je m'ennuyais avec mes parents, je m'ennuyais avec les amis de mes parents, je ne m'amusais pas tellement avec... Et je dis, ça va pas durer comme ça. J'étais vraiment super angoissé, quoi. Les seuls moments à peu près vivables, c'était ceux où on était en voiture et où ça roulait. Et un jour, j'ai ouvert un livre et j'ai dit, ah bah tiens, voilà, ça y est. C'était quoi comme livre, vous en rappelez ? Oui, je m'en rappelle très bien. C'était la biographie d'un écrivain russe, s'appelle Léon Tolstoï, par Henri Troyat. Et après, je suis rentré dans la littérature. Ouais. D'accord. Et c'est comme ça. Et après, donc du coup, la littérature vous permet, alors là, de rencontrer des gens, de voyager pour des raisons littéraires ou autres. Et puis tout se met en place. C'était en quelque sorte l'essence qui manquait à mon moteur pour vraiment accepter de vivre. Il y a un écrivain, Drieux La Rochelle, qui a fait une tentative de suicide à l'âge de 8 ans parce qu'il s'ennuyait, justement. Et moi, j'étais à peu près ce genre d'enfant, quoi. Et ça vous a réveillé, ça vous a redonné goût à la vie Ah bah oui, parce qu'à partir de là, tout d'un coup, vous êtes dans un, je sais pas, c'est la chocolaterie, quoi, de dalle. C'est tout d'un coup, vous êtes dans un monde infini, je veux dire. C'est sans fin. C'est vraiment, contrairement à notre existence et aux amours même. Les amours ont un début, un milieu et une fin. La littérature n'en a pas de fin. L'art, d'une façon générale, il y a la musique, il y a la peinture, il y a plein. Mais l'art n'a pas de fin, contrairement à tout sur Terre. La première bouée de sauvetage, pour vous paraphraser, ça a été la lecture. Et la deuxième, ça a été l'écriture. Donc à 17 ans, vous avez publié votre premier roman. Ça a été en même temps, ouais. C'était en même temps, en fait. J'ai publié ma première nouvelle à 14 ans. Dans des journaux féminins, j'écrivais dans les journaux féminins à l'époque. Confidence, ça s'appelait. Ouais, je faisais ça. Vous vous rappelez de votre première nouvelle, de ce qu'elle racontait ? Ouais, ça s'appelait Le Seigneur des Ténèbres, ça commençait bien. Ouais, c'est l'histoire d'un quelqu'un qui ne pouvait pas aimer. C'était sous influence, j'imagine, par rapport aux lectures que vous aviez à l'époque Je sais pas, ouais, c'était un mélange Fitzgerald, Drieux, les grands romantiques, Musset, tout ça. D'accord. Ah, vous aviez déjà bien commencé, à 14 ans, vous aviez déjà quelques références quand même. Alors je gagnais bien ma vie à cette époque-là, puisque je les vendais, ces nouvelles, et alors mon père en a profité pour me sucrer mon argent de poche, ça ne va pas plus.
Il m'a dit, tu comprends, comme j'étais mineur, donc ça s'ajoutait à ses revenus. Et il m'a expliqué, ce que je lui ai jamais vraiment pardonné, que l'argent que je gagnais le faisait passer d'une tranche à l'autre et que du coup, lui perdait beaucoup d'argent. Et ça, à mon avis, c'était pas vrai. Mais c'était un truc qu'il m'a raconté pour me piquer mon argent de poche. Il vous l'a rendu ou pas ? Oui, après, quand les choses sont passées un peu différemment, après, il m'a un peu aidé quand je suis revenu de l'armée, tout ça. Et puis ça s'est... Mais c'était très étrange, effectivement, d'avoir finalement une vie... C'est pour ça que je pourrais prendre ma retraite maintenant, parce que j'ai commencé à travailler à 14 ans. Mais mon père aussi avait commencé à travailler. Il était orphelin, et il avait commencé à travailler en usine, lui, à 14 ans. Je disais ça un jour à mon fils aîné, je disais, mais tu sais, mon père, il a commencé à travailler à 14 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans. Toi, si tu fous rien à l'école, on peut te mettre à travailler à 14 ans. Et il a eu cette réponse magnifique, il m'a dit, mais je sais rien faire. T'es bon qu'à écrire, du coup. Il va peut-être se mettre à écrire. Mais maintenant, il fait de la philosophie, ce qui est une autre façon de ne pas faire grand-chose. Dans le livre, on apprend beaucoup sur vous. Donc, tout à l'heure, je parlais de... Comment est-ce qu'on dit ? Setsa ? Setsa. Setsa. Ah ouais, Setsa, parce que quand j'ai écrit l'article, elle était en prison. Parce qu'on l'a soupçonné d'avoir fait assassiner... Bon, ça se passe dans les Balkans, hein, dans un climat d'après-guerre extrêmement violent, bon, que je connais bien, puisque j'ai passé presque 10 ans en Serbie. Et donc, on l'a soupçonné d'avoir... commandité le meurtre du petit ami de la fille qui était sa rivale en folk rock serbe. Voilà. Ok. Et puis bon, c'est vrai qu'on a retrouvé chez elle des kalachnikovs, des grenades. Il y avait quelques indices en fait. Elle les avait mal cachés. Elle s'est retrouvée en prison. Et donc effectivement, je me suis mobilisé pour la faire sortir parce que. Et du coup, tout le monde est allé voir sur Internet. Je sais pas, c'est comme si Mylène Farmer se retrouvait en prison. La plus grande star serbe. On manifesterait tous pour qu'elle sorte, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et vous parlez de votre amour du McDo, par exemple, votre amour de la littérature. On découvre aussi votre vie passée, ancien communiste. Ouais, je voulais faire un guide mondial des McDo, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un pour le produire. Parce qu'effectivement, les McDo sont très très différents. Moi, je pourrais en parler des heures. C'est un sujet qui me passionne. Ça, j'ai compris. C'est pratiquement toutes les 3 pages. Selon les pays, en Serbie, ils sont très bons parce que la viande est très bonne. En Suisse, à Tokyo aussi, ils sont. À Tokyo, c'est pas du tout. Les gens, ils vont pas du tout pour manger. En fonction des pays. Voilà, aussi, exactement. Ouais. Par exemple, il y a des pays où on met beaucoup plus d'oignons que d'autres. Non, moi, je pourrais faire une thèse là-dessus. Et donc, on parle aussi de votre passé communiste. Et du coup, il y a un côté un peu paradoxal. Comment, après avoir écrit dans les pages politiques de l'UMA, on peut se retrouver à écrire dans Le Point j'écris pas dans les pages politiques du Point. Hein. J'ai jamais écrit de politique. Même Voici, je crois, vous avez écrit pour Voici. En dehors de l'humanité. Hein. D'accord. Donc moi, en gros, je suis marxiste, donc j'ai les seules choses politiques, uniquement politiques que j'ai écrites, je les ai écrites dans l'humanité. Sinon, je fais du commentaire de texte, je fais du commentaire de société, je fais de la poésie, de la littérature, du people même. Éventuellement, j'ai en effet écrit dans Voici pendant 1 an. Mais à chaque fois que Gantz, il venait, il regardait le journal et quand il voyait ma page, il disait « Qu'est-ce que ça fait là, ça ?» Alors à la fin, j'étais découragé, je suis parti. Autre paradoxe, vous critiquez également les prix littéraires dans vos chroniques. Ouais, ces prix littéraires, alors là, vraiment, c'est horrible. Alors vous dites qu'il ne faut pas donner de prix aux écrivains car ce ne sont pas des écoliers, mais vous-même, vous êtes juré du Renaudot et vous l'avez reçu en 1995 pour les Brabants. Ouais. Et ça, vous savez, ça porte un nom. Vous savez lequel ? Non. C'est une contradiction. Oui. Voilà. Et donc, il y en a quelques-unes dans ce. Mais bien sûr, mais vous savez bien que la contradiction participe complètement de l'existence, hein, sinon ça ne marcherait pas. Et surtout quand on voit le résultat de 10 ans de chronique, elle saute aux yeux. Un peu plus. Oui, il y a des petites contradictions, mais je pense qu'il y a, si on les lit comme ça en ordre chronologique, il y a quand même une logique. Et une évolution. Merci beaucoup, Juliette. Dans un instant, nous allons parler avec Guédré qui va venir s'installer avec nous. Donc, on va éloigner les enfants du poste pour écouter un second titre de Guédré, sorte de professeur Choron avec des cheveux et une guitare. Donc, voici Guédré que vous avez déjà entendu tout à l'heure avec la bande à Jackie dans le labo. Connaissez-vous l'histoire de Jackie le nain qui en avait marre de ne faire ça qu'avec sa main? Alors un matin, il décide de sauter le pas et s'en va chez les putains claquer son RSA. Mais à peine sorti de sa maison, il tombe lamentablement sur son bon voisin Léon, tombé de son fauteuil roulant. Jackie lui dit « Oh bah Léon, ça a pas l'air d'aller.
L'homme tronc répond, bah non, j'ai plus de main, je ne peux plus me branler. Alors Jackie, grand seigneur, le glisse dans son caddie et lui dit, j'ai du beurre, on va rue Saint-Denis. Que tu sois gros, que tu sois petit, quel que soit ton problème, dans la bande à Jackie, tout le monde s'aime. En cheminant vers le bonheur, il rencontre le gros René, qui assis sur un banc pleure en mangeant son sandwich au poulet. Il décide de l'emmener voir les filles bon marché, et ça le rend content René, il est trop gros pour se branler. En achetant des capotes chez l'épicier, il tombe sur leur bonne copine Laura, qui depuis son AVC ne sait plus dire que Laura leur demande oh pute tu viens, répond Jackie. Laura leur dit ils prennent ça pour un oui. Que tu sois très gros, que tu sois tout petit, quel que soit ton problème, dans la bande à Jackie, tout le monde s'aime. En chemin, la joyeuse compagnie rencontre encore beaucoup d'amis. Robert l'incontinent, Marco le myopathe, Joseph le bossu et son chien à 3 pattes. En les voyant arriver, les putes se mettent à courir et crier. Et même les mineurs sans papier cherchent un flic pour les protéger. On vit vraiment dans un monde sans pitié, où même les putes à 10 € n'ont pas une once de charité pour des handicapés pourtant très rigolos. Et ça vaut bien la peine d'économiser 3 mois d'alloc adulte handicapé pour finir par se taper une nana qui fait que crier. Guédré, on va vous laisser venir nous rejoindre, Guédré, dans le salon. Patrick Besson, ça vous plaît, hein, vous êtes bien marié. Ouais, beaucoup, c'est très drôle, très bien écrit et c'est violent. Vous m'avez laissé vous Ouais, plaire. oui. C'est trop gentil. Alors Guédré, bienvenue dans le labo. On a déjà écouté deux chansons extraites de votre premier disque. Vous avez un parcours atypique. En tout cas, vous avez réussi à éclore en dehors de tous les médias traditionnels. Album autoproduit, Oui. des concerts qui sont de plus en plus pleins et énormément de monde sur Internet. Oui, mais vous avez menti quand même. 4 millions sur Facebook, non, c'est un peu trop. Il y a un peu trop. La moitié? Ouais, enfin, un peu moins quand même. Bah, c'est votre producteur qui m'a menti alors. Mais comme moi, Ouais. je crois toujours votre producteur, moi Mais je me les suis producteurs, dit... ça ment tout le oui, ça temps. ment toujours. Bon, on peut dire quand même qu'il y a plus d'1 million de vues pour toutes vos vidéos en oui, cumulé sur Internet. Votre album est autoproduit. Et vous avez donc tout fait à la maison? Oui, c'est ça. J'ai fait 2 albums et je suis en train d'en faire un 3e et ils sont tous effectivement autoproduits et autodistribués par choix. Voilà, ça aurait pu être par dépit, mais en l'occurrence, c'est par choix. Mais est-ce que quand on fait des chansons, est-ce que le mot trash convient comme adjectif? Moi, je les trouve pas comme ça. C'est vrai qu'après, c'est une mais- question de point de vue, mais quand Oui. on fait des chansons aussi provocatrices, est-ce que c'est facile de rentrer justement dans les médias traditionnels? Je sais pas parce que j'ai jamais essayé d'y rentrer, donc... C'est pas je forcément sais un pas but en trop. soi d'ailleurs. Non, enfin, ça devrait jamais être un but, je pense, mais... Qu'est-ce qui vous inspire ces chansons? C'est, je sais pas, des faits divers, à l'actualité, vous lisez. Qu'est-ce qui vous amène à écrire ce genre de texte? Parce que je pense, comme tout le monde, je regarde un peu le monde et ce que j'en vois, je le mets dans des chansons. Voilà. Et Il y a le désir et le souhait de provoquer? Ah mais non, pas du tout. Non. Non? Moi, je trouve pas ça provoquant. Finalement, moi, c'est que des mots, et c'est que des chansons. Si il y a quelque chose qui devait être provoquant, c'est... Pour vous, c'est de la provocation, Patrick, ou pas? Ce genre de... Non, c'est du réalisme ironique, c'est de la satire, c'est de la poésie. C'est cru comme Rimbaud, comme Verlaine. C'est cru, mais c'est pas provocateur.
La provocation, c'est un mot bizarre, hein, c'est un mot qu'emploie très bourgeois, en fait. Il n'y a jamais eu de provocation en art, si vous voulez. Il y a eu simplement des avancées, des choses nouvelles, des choses très, très fraîches, quoi. Moi, je trouvais ça très frais, très, très neuf, mais provoquant, non. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de provoquer. Ouais. Vous êtes à la fois dans un univers très enfantin et dans une approche crue, voire scatologique dans certains textes. Oui, on peut le dire là quand même. Hein, je fais attention à tous les mots que j'utilise. Non, c'est vrai, je parle beaucoup de caca. Non, c'est vrai. Quand même. Ça vient d'où cette... Le caca, je crois que ça vient des alors bon, Après, ça descend. Cet amour pour ces sujets. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, parce que j'aime... Le caca Non, je renvoie les questions, moi aussi. Oui. Non, pardon, Vous voulez vraiment que je réponde sur le caca? Parce que oui, j'adore, mais il y a d'autres choses que j'adore aussi. Sûr. Je crois qu'il n'y a rien qui m'intéresse plus que d'essayer de voir comment les autres personnes sont au monde, quoi. Et qu'est-ce qui, même si eux vont aller congeler leurs enfants ou alors manger leur caca, on est quand même, voilà, on n'est pas différents. Et c'est ça qui m'intéresse chez les gens. Voilà, j'aime bien regarder comment vivent les autres. Pendant les concerts, comment ça se passe? Parce que donc vous abordez des thèmes comme la pédophilie, les infanticides, le handicap, on l'a vu à l'instant. Est-ce que les gens qui viennent vous voir en concert savent toujours à quoi s'attendre, ou il peut y avoir parfois des réactions un peu décalées? Eh bien, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas parce que je faisais beaucoup de premières parties et des choses comme ça. Maintenant, oui, les gens qui viennent en général connaissent, mais j'ai jamais eu de réaction violente ou quoi. Au contraire, je sais pas, moi je reçois plein de mails super mignons de gens qui me disent « Salut, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans, je suis myopathe et j'ai jamais baisé, alors merci parce que tout le monde s'en fout et pourtant, c'est pas parce que je peux plus rien bouger que j'ai pas envie, quoi. » Non, au contraire, c'est des réactions plutôt chouettes, quoi. Voilà, c'est un peu le but. C'est une question un peu tarte à la crème, mais est-ce qu'on peut rire de tout? Il n'y a pas trop de rire, là. Enfin, je veux dire, c'est juste une description. Quand on écoute ces chansons, c'est quand même des chansons humoristiques. On a, à la fois, en effet, ça interroge sur certains sujets, mais la manière dont c'est écrit, on se marre quand même. Quand j'ai regardé les vidéos et quand j'ai écouté l'album, il y a quand même un sourire au minimum toutes les 20 ou 30 secondes quand même. Oui. L'ironie amène le rire. On peut imaginer comment elle ferait chez Drucker. Ouais, j'aimerais voir comment si Drucker, ça le ferait rire, quoi. Il faudrait qu'on essaye. Oui. Pour l'instant, elle est dans le fauteuil rouge. Il faudrait essayer de vous amener dans le canapé rouge pour voir ce que ça pourrait donner. Non, mais déjà, j'ai un petit fauteuil rouge. Le dimanche. Cool. Vous fixez des limites dans les sujets que vous abordez? Non. Non, parce que je vois pas pourquoi je le ferais. Enfin, après, moi, j'écris ce que j'écris et j'oblige personne à écouter. Donc, s'il y a des gens qui trouvent que je vais trop loin, déjà, je trouve ça bizarre qu'ils pensent ça parce que, finalement, j'invente absolument rien. Je parle que de choses qui existent en vrai. Je parle pas de ce qui se passe sur la planète Mars ou quoi. Je veux dire, et si on ouvre sa fenêtre, on voit la même chose que si on ouvre ses oreilles pour écouter mes chansons. Donc, je comprends pas vraiment qu'on soit choqué ou qu'on me demande des limites, quoi. On parle beaucoup là des thèmes abordés. C'est quand même très bien écrit. Vous passez du temps sur les textes parce que justement, pour aborder des sujets qui peuvent être parfois un petit peu touchy, faut savoir ciseler les textes et c'est un travail de longue haleine. Non, après, je pense que chacun a sa manière d'écrire. Moi, c'est vrai que quand je commence une chanson, je ne m'arrête que quand elle est finie et j'écris très rapidement. Enfin, c'est très instinctif comme écriture. Donc, il faut qu'une chanson soit finie dans l'heure quand je la commence, avec musique compris, parce que j'écris... c'est pour ça que c'est des chansons et pas de la poésie. C'est que je compose en même temps que j'écris et il faut que ce soit fait tout de suite. Et si ce n'est pas... si je vois que je bute, je... Passer à autre chose. Ouais, je l'écrirai pas. Ça, c'est un exercice que vous avez déjà essayé de faire, Patrick, écrire des chansons? Non, j'ai écrit beaucoup de choses, mais des chansons... Ça vous tenterait pas Je pense que écrire des chansons, c'est vraiment écrire des chansons.
Je veux dire que on ne peut pas faire autre chose dans un sens. Les vrais auteurs de chansons n'écrivent, à mon avis, que des chansons. On ne peut pas comme ça s'amuser à écrire une chanson. Sartre, quand il a écrit des chansons, elles étaient très mauvaises. Elles étaient bien moins bonnes que celles de Claude François, vous voyez, alors qu'il était un meilleur écrivain. Mais donc, on ne s'improvise pas auteur de chansons. En tout cas, je ne crois pas. Donc on va rester... Non, mais c'est quand même un art un peu sacré, la chanson, et un art très important. Il faut savoir raconter des choses en très peu de temps. Qui doit venir vraiment de très profond en soi, et pas s'amuser, tiens, je vais écrire une chanson pour payer mes impôts. Je ne pense pas du tout que ce soit comme ça que ça se passe. Donc on rappelle le Journal d'un Français sous l'empire de la pensée unique, toutes les chroniques du Point, Patrick Besson au Point. Ce qui est bien, c'est que le sous-titre est devenu le titre. Enfin, voilà, on oublie, et pourtant il écrit gros le titre. L'idée que je voulais, c'était la première fois qu'un titre était le nom de l'auteur et qu'un nom de l'auteur était le titre. Et c'était ça mon idée, donc c'était Patrick Besson au Point, en un seul. Mais bon, on a finalement dû mettre ce sous-titre. Mais j'aime bien, moi, ce sous-titre. Donc, merci beaucoup d'être venu dans ce salon, Patrick Besson. Et puis, Guédré, donc, pas mal de concerts, dont Bercy, le 14 février. Oui, pour fêter l'amour et faire des cœurs avec les mains. Et tout ça. Super. Ouais. Et je vais vous laisser vous installer pour un dernier live dans l'émission. Demain, ce sera une émission consacrée au voyage avec Titi Robin, le chanteur voyageur, Berberian, le dessinateur voyageur, et DJ Zebra, le DJ pas voyageur du tout, mais toujours surprenant. À demain. Et voici Guédré avec Jolie chanson dans le labo. Ciao, à demain. On m'a dit que je ne faisais que des chansons noires. Alors cette fois-ci, j'ai pris ma guitare pour vous chanter de jolies histoires qui ne vont pas se terminer par le viol d'un clodo par trois gros noirs. Je vais vous raconter l'histoire d'une grand-mère qui était passionnée par la flûte traversière. Elle avait un petit chat qu'elle appelait Lulu, et sa flûte, une fois, elle la lui a mise dans le cul. Non, 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 pardon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est une jolie chanson. Je vais me ressaisir. Écoutez plutôt l'histoire de Caro et Mathieu, qui étaient jeunes et beaux et très amoureux. Ils emmenaient leur filleule faire du bateau-mouche, mais une fois seuls, ils se faisaient pipi dans la bouche. Oh non, 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 pardon, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ce doit être une jolie chanson. Je vais me ressaisir. Je vais vous parler plutôt d'un très gentil monsieur qui est très cateau et aide les miséreux. Il s'occupe d'une assoce pour les malades mentaux, et comme c'est lui le boss, il les encule quand ils font dodo. Oh oh, 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 oh non, 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 pardon, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Je vous ai promis une jolie chanson. Je dois me ressaisir. Moi j'aimerais tellement écrire de jolies histoires. Le problème c'est que les gens font trop de trucs bizarres. S'ils ne mettaient pas des pieds de table dans l'anus de leur hamster, s'ils n'ouvraient pas leurs imperméables devant les écoles primaires, ou si tout simplement on se mettait d'accord pour dire que finalement on est tous des gros porcs, je pourrais chanter mes chansons soi-disant moches sans recevoir des colis piégés et des lettres de reproche. Non, 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 je ne demanderai pas pardon, c'est exactement ce que je voulais dire. J'en ai rien à foutre de faire de jolies chansons, et ça pourrait